début de tournage, sachez-le, enfin une avancée majeure sur l'hydrogène métallique. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, petit épisode scientifique avec une découverte prometteuse, l'hydrogène métallique. Ouais, encore un truc inutile de découvert, hein. Ça serait pas mieux, surtout vu le contexte, de faire des recherches sur le fameux virus du moment, là, je dis ça, je dis rien, hein. Au pire, si vous avez besoin d'un clapeur un petit peu moins, voilà, je suis là. Demandez à un géologue ou un astrophysicien de faire de la médecine, enfin, où va le monde? Bref. Par contre, si je me trompe pas, cette découverte est attendue depuis un petit moment, non? Oh oui, elle est passée complètement inaperçue au vu du contexte, mais cette découverte est digne d'un prix Nobel, et ce sont 3 chercheurs français qui sont parvenus à la faire, donc ne boudons pas notre plaisir. Et plongeons dans l'histoire de cette découverte qui a été prédite il y a près de 80 ans, et que nous venons tout juste de trouver. L'hydrogène est l'atome le plus basique qui puisse exister, un proton et un électron. Malgré sa simplicité, il est un des atomes les plus importants et il a permis de faire de nombreuses découvertes, notamment en ce qui concerne la physique dite moderne. En 1935, 2 physiciens vont publier un article où ils prédisent qu'il est possible à cet atome d'avoir une sorte de nouvel état, un état métallique. Alors là, on reste dans des délires de physiciens, c'est-à-dire qu'à part mieux comprendre notre environnement, les lois physiques qui le régissent, c'est-à-dire les lois physiques de la matière, aucune application concrète n'est encore envisageable. En devenant un métal, l'hydrogène deviendrait alors un conducteur de courant. Malheureusement, il faudrait que l'hydrogène soit soumis à des pressions extrêmement importantes. Et puis en 1968, un physicien britannique prédit autre chose. Cet hydrogène métallique serait, à température ambiante, un supraconducteur. Alors la supraconductivité a été trouvée en 1911, et encore aujourd'hui cela reste en partie un mystère. Si l'on prend certains matériaux et qu'on les refroidit très proche du zéro absolu, c'est-à-dire là où plus rien n'est censé pouvoir bouger, ils deviennent d'excellents conducteurs électriques, tellement bons qu'il n'y a aucune résistance. Ainsi, l'électricité, vu qu'elle ne rencontre aucune résistance, ne se perd pas. Aujourd'hui, nos câbles électriques n'ont pas une résistance nulle et du coup, le transport de cette électricité dans les lignes haute tension engendre des pertes dues à cette résistance. Mais ces matériaux supraconducteurs n'ont aucune résistance électrique. Ainsi, le mouvement perpétuel est envisageable. Vous mettez l'électricité dans un circuit et celle-ci tourne perpétuellement sans aucune perdition, tant que l'on reste dans des conditions adéquates du matériau, donc à des températures extrêmement froides. Ces supraconducteurs ont aussi des propriétés magnétiques extrêmement intéressantes. Un aimant, peu importe sa polarité, restera en lévitation, mais aussi d'une certaine manière accroché au supraconducteur. Vous trouverez quelques conférences de Julien Bobroff sur YouTube, qui est un enseignant-chercheur, où il a fait des expériences avec un morceau de céramique, car oui, vos tasses et mugs qui sont faits en céramique ne conduisent pas très mal l'électricité, mais refroidi très froid, la céramique devient un supraconducteur. Alors tout cela n'est pas de la magie, mais de la physique quantique. Je vous passe les détails car cela me dépasse complètement et même encore aujourd'hui, certaines explications n'ont pas encore été trouvées par les physiciens, alors c'est pas moi qui vais vous dire exactement comment ça marche. Bref, on pourrait imaginer que, avec ces supraconducteurs, on puisse faire des trains qui ne déraillent pas. Bon, par contre, apparemment, il y aurait d'autres contraintes qui feraient que, financièrement parlant, cette solution serait beaucoup trop chère. Un train japonais a été expérimenté avec ce principe, il a d'ailleurs le record de vitesse, mais il ne sera pas industrialisé. Mais cela n'en reste pas moins intéressant car c'est grâce à ces supraconducteurs, par exemple, que les IRM ont pu être inventés. Et l'IRM, aujourd'hui, en médecine, c'est un peu un incontournable. Mais revenons sur notre hydrogène. En 1968, Neil William Ashcroft prédit que l'hydrogène dit métallique serait supraconducteur à nos températures, plus exactement aux alentours de 17 degrés Celsius, et non plus à moins 270 degrés des brouettes, et aussi qu'il peut l'être à nos pressions une fois qu'il a été transformé. En gros, avec la pression suffisante, l'hydrogène se transforme de manière permanente en hydrogène métallique. De là s'organise une véritable chasse pour tenter d'arriver à produire cet hydrogène. Cela serait une découverte physique majeure. Et la complexité du problème réside dans les pressions nécessaires pour transformer notre hydrogène. On parle de 250 000 fois la pression de notre atmosphère. C'est juste énorme.
Dès la fin des années 50, on réduit le champ des possibilités à essayer d'écraser cet hydrogène entre deux diamants avec le même principe qu'un étau. On va serrer très 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 fort avec une petite quantité au milieu. Et en 1989, des physiciens américains atteignent une pression près de 10 fois supérieure à celle prédite et constatent que l'hydrogène n'est pas métallique. Tout le monde se remet alors à faire des théories et surtout des calculs et il émerge alors une nouvelle pression, 4 millions d'atmosphères. Les physiciens américains avaient alors atteint la pression de 2,5 millions d'atmosphères. Autant vous dire que l'on ne retrouve pas cette pression sur Terre. Ces pressions sont tellement hautes qu'elles correspondraient à certaines pressions que donnent les modèles de calcul à l'intérieur des planètes, enfin de certaines planètes de notre système solaire comme Jupiter ou Saturne. Parvenir à de telles pressions nous permettrait d'encore mieux comprendre ces astres. L'enjeu est en fait beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Début des années 2000, certains parviennent à dépasser les 3 millions d'atmosphères, mais on arrive vite à un seuil et on est loin des 4 millions attendus. Ce sont toujours les derniers kilomètres les plus compliqués à atteindre. Et puis en 2017, les Américains crient victoire avec une pression proche des 5 millions d'atmosphères. Mais le résultat est invalidé parce qu'ils ont poussé leur machine un peu trop loin, en fait les diamants ont cassé et les capteurs ont donné de mauvaises mesures. Dommage. Et puis arrive janvier 2020. Un article dans Nature est publié et validé. 3 chercheurs français sont parvenus à atteindre une pression de 4 250 000 atmosphères terrestres et ont constaté à l'aide d'infrarouge que l'hydrogène est bien devenu métallique. Une bonne partie de cette prouesse réside dans la forme des diamants. Et plus important, l'hydrogène a bien changé d'état comme prévu. Cependant, quand la pression a été relâchée, les atomes ont retrouvé leur état initial. La pression n'était encore pas vraiment suffisante pour changer leur état de manière permanente. Mais le trio français est confiant. Ils estiment que cette première barre de 4 250 000 n'est que le début. Et ils espèrent qu'avec la pression de 5 millions d'atmosphères terrestres, l'hydrogène devienne définitivement métallique. Faut-il encore que leur machine puisse y parvenir? Ils ont l'air d'être confiants, donc faisons-leur confiance. Malheureusement, on parle de très très petites quantités coincées entre les deux diamants. L'industrialisation est encore loin, mais c'est une prouesse technologique et physique qui va sûrement ouvrir la voie de nouvelles données et expériences afin d'encore mieux comprendre la matière. Surtout que cet état de l'hydrogène a été prédit il y a 80 ans, je vous le rappelle. Bref, il est de l'ordre du possible que les Français puissent concourir pour un prix Nobel car la découverte est majeure et les applications pourraient être extrêmement nombreuses et surtout extrêmement intéressantes. Et sur cette merveilleuse découverte française passée un peu complètement inaperçue dans nos médias traditionnels, bravo à eux, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas les pouces, les commentaires, les partages, les abonnements, de cliquer sur la cloche, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous donne rendez-vous sur Tacotac, qui est une plateforme où vous pouvez donner de l'argent à vos vulgarisateurs, parce que vous retrouvez d'autres vulgarisateurs que nous, de très bons vulgarisateurs d'ailleurs, et aussi où vous êtes sensibilisé aux émissions de gaz à effet de serre qui sont produites en regardant vos vidéos YouTube. Je vous donne du coup rendez-vous lundi prochain pour un autre épisode court, mais c'est pas totalement fini parce que c'est moi qui vais faire la petite boutade de fin du clapper aujourd'hui. Non mais oui, on va faire un marché. Si tu trouves ou comprends la réponse à la question qui est une boutade, je te laisse prendre la place du présentateur le temps d'un épisode, et d'ailleurs ce sera un épisode sur le sujet de ton choix. Soyons fous. Je sais qu'on me demande pas mon avis là, mais je suis pas vraiment d'accord. Vendu. Savez-vous ce que dit l'ion hydrogène en quittant un endroit? Ah. Il sait pas. Il dit H+. Quoi? Voilà. T'inquiète pas, je savais qu'il trouverait pas. Du coup, merci à vous. Fin de tournage et H+.